S'il te plaît, Michael, laisse-moi juste une nuit pour y réfléchir, suppliai-je, serrant si fort la poignée de ma valise que mes jointures devaient être blanches. Mon fils, Michael, ne s'y a même pas. Il se tenait sur le seuil du luxueux Penthouse qui avait été mon chez-moi pendant 15 ans, regardant sa montre comme si j'étais un livreur en retard. Il ajusta la manchette de son costume de marque et soupira, un soupir d'impatience qui me transperça. « Je te l'ai déjà expliqué, maman », dit Michael d'une voix froide et dénuée de toute chaleur. Le testament était clair. Papa m'a légué l'appartement. Il m'appartient maintenant, et j'ai des ouvriers qui viennent demain matin. Je ne peux pas te laisser me gêner. Je le regardai, cherchant sur son visage le petit garçon que j'avais élevé, mais cet enfant avait disparu. À sa place se tenait une étrangère qui me regardait non pas comme sa mère, mais comme un fardeau. « Mais c'est ici que j'ai vécu », murmurai-je d'une voix tremblante. « Ton père et moi, on vivait ici. Où est-ce que je suis censée aller à cette heure du soir ?» Michael laissa échapper un rire bref et cruel. Il désigna du doigt la pluie battante qui s'abattait sur la ville par la fenêtre. « Tu es riche maintenant, tu te souviens? Tu as ton héritage, Raya-Teil. Va dormir dans ce garage que papa t'a laissé. C'est parfait pour toi. Un tas de ferraille pour une vieille femme inutile. » Ces mots me transpercèrent comme une gifle. Vieille femme inutile. Était-ce vraiment ainsi qu'il me voyait? Était-ce ainsi qu'Arthur, mon mari depuis 42 ans, me voyait aussi? Cette pensée me retourna l'estomac. Plus tôt dans la journée, l'avocat de la famille, maître Sterling, avait lu les dernières volontés d'Arthur. À Michael, Arthur avait légué le Penthouse, les actions et les comptes bancaires. À moi, sa femme bien-aimée, il avait laissé un bâtiment délabré au 88, Ironwork Road. Un garage. Papa savait exactement ce qu'il faisait, ajouta Michael en reculant pour fermer la porte. Il savait que tu ne saurais pas quoi faire de l'argent. Maintenant, si tu le permets, j'ai des appels à passer. La lourde porte claqua contre mon nez. Je restai un instant dans le couloir, les yeux rivés sur le grain du bois, les larmes brûlantes me piquant les yeux. J'avais 68 ans et je venais d'être mise à la porte par mon propre fils. Je me détournai, traînant ma lourde valise vers l'ascenseur. Je ne voulais pas qu'il me voie pleurer. Je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. Je montai dans ma vieille berline, la seule chose qui m'appartenait vraiment, et je pris la route. La pluie brouillait les lumières de la ville tandis que je me frayais un chemin dans les rues animées, m'éloignant des quartiers résidentiels huppés et sûrs pour me diriger vers la zone industrielle. Les bâtiments y étaient sombres et imposants, faits de briques et d'acier. Les rues étaient désertes et une profonde solitude m'envahit. Il me fallut 40 minutes pour trouver l'adresse. 88, Ironwork Road. C'était un bâtiment en briques, isolé au bout d'une impasse. Des mauvaises herbes poussaient entre les pavés, et un cadenas rouillé pendait à la porte métallique. J'ai coupé le moteur et me suis assis en silence, écoutant la pluie tambouriner contre le toit de ma voiture. « Oh, Arthur !» ai-je sangloté, le visage enfoui dans mes mains. « Pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé ça? Pourquoi m'as-tu laissé sans rien ?» Je n'avais pas de réponse. D'une main tremblante, j'ai attrapé ma lampe torche et la clé que M. Sterling m'avait donnée. Je suis sorti sous la pluie, l'eau froide trempant instantanément mon manteau. J'ai tâtonné avec la serrure, les doigts glissants et tremblants. Un instant, j'ai cru qu'elle ne s'ouvrirait pas. J'ai cru que j'allais être coincé à dormir dans ma voiture. Mais soudain, avec un clic sec, le cadenas a cédé. J'ai poussé la lourde porte métallique. Elle a gémi bruyamment en s'ouvrant dans l'obscurité la plus totale. J'entrai, m'attendant à sentir les ordures, l'huile et la pourriture. Je m'attendais à voir des tas d'immondices ou peut-être une pièce vide et froide où je grelotterais. J'allumai ma lampe torche. Le faisceau perça l'obscurité. Je poussai un cri d'effroi et laissai tomber ma valise. La lumière ne révéla pas de décharge. Elle révéla un sol si propre que j'aurais pu manger dessus. Le faisceau se reflétait sur le béton poli. L'air ne sentait pas le moisi. Il exhalait une légère odeur de cuir et de cire précieuse. Je balayai la pièce du regard. Elle était immense. Les murs étaient peints d'un blanc éclatant. Des armoires longeaient les murs, comme dans un laboratoire de pointe. Mais c'est ce qui se trouvait au milieu de la pièce qui me glaça le sang.
3 formes se tenaient silencieuses dans l'obscurité, recouvertes de housse en tissu gris doux. C'étaient des voitures. J'en étais sûre. Mais les formes étaient basses et élégantes. Ma curiosité l'emporta sur ma peur. Je m'avançai vers la première forme. Mes pas résonnèrent dans le vaste espace silencieux. J'ai tendu la main et saisi la housse en tissu, l'attirant doucement vers moi. Une peinture argentée scintillait sous le faisceau de la lampe torche. C'était une voiture de sport, magnifique et ancienne. Elle paraissait neuve, comme si elle n'avait jamais roulé. J'ai reconnu la calandre. Elle ressemblait trait pour trait à la voiture des films d'espionnage qu'Arthur adorait. Une Aston Martin. Je me suis dirigé vers la deuxième voiture, le cœur battant la chamade. J'ai retiré la bâche. Celle-ci était d'un bleu profond. Ses portières semblaient s'ouvrir vers le haut, comme des ailes. Une Mercedes. On aurait dit une œuvre d'art, pas une machine. J'ai couru vers la troisième. D'un rouge vif et profond. Une Ferrari. Je me suis retrouvé au milieu du garage, entouré de millions de dollars de métal et de chrome. J'étais perplexe. Pourquoi Arthur possédait-il de telles voitures? Il ne s'était jamais intéressé aux voitures. Il conduisait un simple SUV. Il ne parlait jamais de moteur ni de vitesse. Pourquoi les cacher dans un garage perdu au milieu de nulle part? J'ai braqué ma lampe torche sur le mur et j'ai aperçu une enveloppe blanche scotchée près d'un interrupteur. Mon nom, Eleanor, y était inscrit de la main d'Arthur, une écriture illisible. Mes mains tremblaient tandis que je décollais le ruban adhésif. J'ai actionné l'interrupteur. Clic, des lumières LED modernes et éclatantes ont inondé le garage, m'aveuglant un instant. L'espace était magnifique. Ce n'était pas qu'un simple garage, c'était un musée. Un système de climatisation ronronnait doucement au mur, maintenant l'air à la température idéale. Je me suis assise sur un banc en cuir près de la Ferrari et j'ai ouvert la lettre. Ma très chère Eleanor. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie, et tu as trouvé mon dernier cadeau pour toi. Je suis profondément désolée de la douleur que tu dois ressentir en ce moment. Je sais que la lecture du testament a probablement été un choc. Je sais que léguer le Pantouse à Michael t'a sans doute beaucoup blessé. Je t'en prie, pardonne-moi, mais je n'avais pas le choix. Il y a 6 ans, lorsque les médecins m'ont annoncé que mon cœur était défaillant, j'ai commencé à voir notre vie différemment. J'ai commencé à voir notre fils différemment. J'aime Michael, tout comme toi. Mais au cours de la dernière décennie, je l'ai vu changer. Il est devenu froid. Il se soucie plus du statut social et de l'argent que des gens. Il te manque de respect dès qu'il pense que je ne le regarde pas. J'étais terrifiée, Eleanor. J'étais terrifiée à l'idée que si je vous laissais tout à partager, il vous exploiterait. Qu'il s'emparait de l'argent, vous dirait que c'était pour votre bien, et ne vous laisserait rien d'autre qu'une allocation. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Alors, j'ai mis au point un test. Michael a reçu ce qu'il considère comme le trésor, le Pantouse, les comptes en banque, le statut social. Mais toi, mon amour, tu possèdes la vraie richesse. Ces 3 voitures à elles seules valent plus de 12 millions de dollars. J'ai tout arrangé avec un concessionnaire nommé Julian Thorne. Son numéro est dans le dossier. Il t'aidera à les vendre ou à les garder, selon ton choix. Mais ce n'est pas tout. Regarde derrière la photo de nous à Rome, celle qui est accrochée au mur du fond. La combinaison du coffre-fort correspond à la date de notre rencontre. J'ai baissé la lettre, les larmes coulant sur mes joues. Il avait su. Arthur avait vu exactement qui Michael était en train de devenir. Il ne m'avait pas abandonné. Il m'avait protégé. Je me suis levée et je suis allée au fond du garage. Là, accrochée au mur, se trouvait une photo encadrée de nous deux devant le Colisée à Rome, souriants, jeunes et amoureux. Je soulevai le cadre. Derrière, il y avait un coffre-fort en acier. Je composai la date. 10 à droite. 14 à gauche. 75 à droite. Le coffre-fort s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur, une épaisse pile de documents et un lourd registre noir. Je les sortis et me rassis sur le banc. J'ouvris le premier dossier. C'était un acte de propriété. Titre de propriété. Cottage au 42 Ocean View Lane, Marinees Cove. Je poussai un cri d'étonnement. Marinees Cove était notre lieu de vacances préféré.
Nous y avions passé nos étés il y a des années. Arthur y avait acheté une maison? Je tournai la page. Il y avait des relevés bancaires. Des fonds en fiducie. Des investissements dans l'immobilier commercial. Page après page, des actifs, tous à mon nom. La valeur totale au bas de la page récapitulative me donna le vertige. Je repris la lettre pour lire la suite. Je sais que c'est beaucoup à encaisser. Je l'ai gardé secret parce que je ne voulais pas que Michael le sache. S'il avait su pour cet argent, il aurait essayé de te le prendre. Je voulais lui donner l'occasion de montrer son vrai visage. S'il te traite avec gentillesse et respect après mon départ, tu pourras choisir de partager cet argent avec lui. Mais s'il te rejette, s'il te considère comme un fardeau, alors voici ton armure. Voici ta liberté. Tu n'es pas inutile, Eleanor. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Va à Marinees Cove. Vis ta vie. Sois libre. Je t'aimerai toujours, Arthur. J'ai serré la lettre contre ma poitrine et j'ai pleuré. Mais ce n'était plus des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Il y a à peine une heure, mon fils m'avait traité de vieille femme inutile et m'avait jeté sous la pluie. Il pensait avoir gagné. Il pensait être le plus fort. Il ignorait totalement que, pendant qu'il croulait dans un appartement vide nécessitant des milliers de dollars de réparation, je profitais du confort d'une forteresse climatisée, entourée d'une véritable fortune. J'observais la pièce du regard. Je remarquai une porte dans un coin que je n'avais pas vue auparavant. Je m'en approchai et l'ouvris. C'était un petit appartement. Il y avait un lit propre avec des draps frais, une kitchenette équipée d'eau et de café, et une salle de bain avec des serviettes moelleuses. Arthur avait pensé à tout. Il savait que j'aurais peut-être besoin d'un endroit où dormir ce soir. Je me suis lavé le visage au lavabo. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais les yeux rouges et les cheveux décoiffés par la pluie, mais je me tenais un peu plus droit. Je n'étais pas sans abri. Je n'étais pas pauvre. Et je n'étais certainement pas inutile. Je me suis préparé une tasse de thé avec la bouilloire de la kitchenette. Assis dans le fauteuil en cuir près de l'Aston Martin, j'écoutais la pluie battre sur le toit, me sentant en sécurité et au chaud. Demain, je m'occuperai de Michael. Demain, j'appellerai Julian Thorne. Mais pour ce soir, je me reposerai. Je me suis blotti dans le lit qu'Arthur m'avait préparé, et pour la première fois depuis les funérailles, j'ai dormi paisiblement. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers une petite fenêtre en hauteur que je n'avais pas remarquée la veille. Je me suis réveillé dans le lit moelleux, l'esprit embrouillé par des pensées confuses. J'ai tendu la main vers Arthur, m'attendant à le trouver à mes côtés, mais elle a heurté des draps froids. Le souvenir de la nuit précédente m'a alors submergé. La pluie, les paroles cruelles de Michael, le garage, les voitures, la lettre. Ce n'était pas un rêve. Je me suis redressé et j'ai observé le petit appartement dissimulé dans le garage. À la lumière du jour, je voyais à quel point Arthur avait pris soin de cet endroit. Ce n'était pas qu'un simple abri, c'était un sanctuaire. Je suis entré dans la salle de bain et j'ai ouvert le robinet de la douche. L'eau était chaude et puissante. Des flacons de mon shampoing préféré étaient alignés sur l'étagère. Après ma douche, j'ai ouvert la porte du placard. J'ai eu le souffle coupé. 3 tenues de rechange, toutes à ma taille, neuves avec leurs étiquettes. Il y avait des pantalons confortables, des pulls doux et une paire de chaussures robustes. Arthur l'avait su. Il savait que je pourrais être mise à la porte sans rien d'autre que les vêtements que je portais, et il avait veillé à ce que je conserve ma dignité. J'enfilai un pantalon bleu marine et un pull crème. Il me seyait parfaitement. Je sortis de l'appartement et retournai dans le garage principal. Les 3 voitures brillaient sous les projecteurs. Elles étaient encore plus impressionnantes le matin. J'éprouvais un étrange sentiment de possession. Ce n'étaient pas de simples machines, elles étaient ma sécurité. Je me dirigeai vers le bureau où j'avais trouvé la lettre et pris le numéro de téléphone qu'Arthur m'avait laissé. Julian Thorne, spécialiste en voitures de collection. Mes mains étaient fermes cette fois-ci lorsque je composai le numéro. Julian Thorne à l'appareil, répondit une voix claire et polie à la 2e sonnerie. Bonjour, monsieur Thorne, dis-je en essayant de paraître plus assuré que je ne l'étais. Je m'appelle Eleanor Vance. Je crois que mon défunt mari, Arthur, vous connaissait. Il y eut un silence,
Puis sa voix s'adoucit. Madame Vance. J'attendais votre appel. Je vous prie d'accepter mes plus sincères condoléances. Arthur était un homme bien et un ami précieux. Merci, dis-je. J'ai trouvé le garage. J'ai trouvé les voitures. Je vois, dit Julian. Voulez-vous que je vienne? Je peux vous faire visiter la collection et vous expliquer les papiers. Oui, je vous en prie, dis-je. Je crois que j'ai besoin d'aide pour comprendre tout ça. 1 heure plus tard, une berline argentée s'arrêta devant le garage. Julian Thorne en descendit. C'était un homme grand, la soixantaine, vêtu d'une élégante veste en tweed et tenant une mallette en cuir. Il avait l'air d'un professeur. Il me serra chaleureusement la main et jeta un coup d'œil autour du garage avec un sourire. Il a fait un travail formidable avec les rénovations, dit Julian. Il voulait que tout soit parfait pour vous. Nous nous assîmes au petit bureau, et Julian ouvrit sa mallette. Il en sortit des dossiers détaillant l'histoire de chaque voiture. Arthur a commencé à les collectionner il y a environ 6 ans, expliqua Julian. Il était très précis. Il ne voulait que des voitures de prestige. Des voitures qui ne perdront jamais de valeur. Elles sont plus sûres que l'or, Madame Vance. Il désigna l'Aston Martin argenté. Celle-ci vaut à elle seule près de 4 millions de dollars. La Ferrari vaut encore plus. Arthur ne les a pas achetées simplement parce qu'elles étaient belles. Il les a achetées parce qu'il ne faisait pas entièrement confiance à la bourse. Il voulait que vous possédiez des biens tangibles. Quelque chose de réel. 12 millions de dollars, murmurai-je, le chiffre me paraissant encore irréel. Au moins, acquiesça Julian. Et le marché est à la hausse. Arthur a payé le stockage et l'entretien pour les 5 prochaines années. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez les laisser ici, les vendre ou les conduire. Elles sont à vous. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, avouai-je. C'est tout à fait normal, me rassura Julian. Prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Après le départ de Julian, qui m'avait promis de revenir dès que j'aurais besoin de lui, je suis restée assise seule dans le garage silencieux. Je me sentais différente. La veille, j'étais veuve et sans ressources. Aujourd'hui, j'étais une femme pleine de possibilités. Je suis retournée au coffre et j'en ai ressorti l'épaisse pile de documents. J'ai retrouvé l'acte de propriété du chalet à Marinees-Cove. Je me souvenais bien de cette ville. On y allait souvent quand Michael était petit. C'était une petite ville côtière tranquille, avec des plages grises et de charmantes boutiques. D'après les papiers, Arthur avait acheté le chalet 4 ans auparavant. Il était entièrement meublé, les charges étaient payées et il y avait même un jardinier pour entretenir le jardin. J'avais un chez-moi. Un vrai chez-moi. Alors que je lisais la description du bien, mon portable a vibré dans ma poche. J'ai regardé l'écran. Michael. Mon estomac s'est noué. Un réflexe dû à des années passées à essayer de lui faire plaisir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Allô, Michael. Maman. Où es-tu? Sa voix était sèche, agacée. Tante Hélène m'a appelé. Elle dit que tu n'es pas venu chez elle hier soir. Je croyais que tu allais dormir avec elle. J'ai trouvé un autre endroit où dormir, ai-je répondu calmement. Je n'ai donné aucun détail. Bon, peu importe, souffla Michael. Écoute, il faut que tu passes aux Pantous aujourd'hui. Les décorateurs arrivent tôt demain matin, et il faut que toutes tes affaires partent. Je refais tout, maman. Tout doit disparaître. Aucune excuse pour me mettre à la porte. Aucune question pour savoir si j'étais en sécurité ou si j'avais dîné. Juste des ordres. Je vois, dis-je. Tu commences les rénovations immédiatement? Oui, je te l'ai dit. Il faut que je le modernise. La valeur de cet appartement va doubler une fois que j'aurai enlevé tous ces vieux meubles et abattu quelques murs. Je vais le revendre dans 1 an et faire fortune. Il avait l'air maniaque, obsédé par le profit potentiel. Alors, quand peux-tu venir? Je ne veux pas payer des déménageurs pour emballer tes vieilles affaires. Ce ne sont pas des vieilles affaires, Michael, dis-je, sentant une pointe de colère monter en moi. C'est ma vie. C'est la vie de ton père. C'est du bazar, rétorqua-t-il sèchement. Viens et prends ce que tu veux. Le reste, c'est à la benne. Je fermai les yeux.
Je pensais aux voitures garées à quelques mètres. Je pensais aux millions de dollars du fonds fiduciaire qu'Arthur avait constitué. Michael n'en avait aucune idée. Il se prenait pour le roi, perché sur son château, mais son château était bâti sur du sable. J'arrive dans 1 heure, dis-je. Parfait. Ne sois pas en retard. J'ai un déjeuner d'affaires à 13 heures. La communication fut coupée. Je posai le téléphone sur le bureau. Mes mains tremblaient, non pas de peur cette fois, mais d'un étrange mélange de tristesse et de détermination. Il me fallait un plan. Je ne pouvais pas simplement retourner dans cet appartement et me laisser intimider à nouveau. Je rappelai Julian. Monsieur Thorne. Je suis désolé de vous déranger encore si tôt. Ce n'est pas un problème, Madame Vance. Vous avez mentionné qu'Arthur travaillait avec une équipe spécifique. Auriez-vous le nom d'un bon avocat? Quelqu'un spécialisé dans les successions? Et peut-être un conseiller financier? Arthur a fait appel à Patricia Hughes pour les questions juridiques et à un certain Robert Banks pour les finances, répondit aussitôt Julian. Ce sont les meilleurs de la ville. Ils sont au courant de la succession secrète. Dois-je les appeler pour leur dire de vous attendre? Oui, je vous en prie, dis-je. Je pense qu'il est nécessaire de les rencontrer au plus vite. Aujourd'hui, s'ils sont disponibles. C'est noté. Je raccrochai et me dirigeai vers le dressing. J'enlevai mon pull confortable et enfilai le blazer impeccable qu'Arthur m'avait laissé. Je me regardai dans le miroir. J'avais l'air sérieuse. J'avais l'air compétente. Je repris ma vieille berline pour entrer en ville. La pluie avait cessé, mais les rues étaient encore mouillées et grises. Quand je suis arrivé devant l'immeuble où j'habitais depuis 15 ans, le portier, Henry, s'est précipité pour m'ouvrir. « Madame Vance !» s'exclama-t-il, soulagé. « J'étais si inquiet de vous voir partir hier soir avec votre valise. Tout va bien. » Henry avait plus d'inquiétude dans les yeux que mon propre fils. « Je vais bien, Henry, lui dis-je en souriant. Je suis juste venu récupérer quelques dernières affaires. » J'ai pris l'ascenseur jusqu'aux Pentouzes. La montée m'a paru interminable. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai pénétré dans le hall d'entrée. C'était le chaos. Michael n'avait pas attendu les décorateurs. Il avait déjà commencé à emballer les affaires dans des cartons. Les cadres avaient été arrachés des murs, ne laissant apparaître que de pâles rectangles sur le papier peint. Mon vase préféré gisait par terre, à 2 doigts d'être renversé. L'appartement était froid, comme un squelette éventré. Michael était dans le salon, parlant fort au téléphone. Quand il m'a vu, il a désigné un coin de la pièce où s'empilaient quelques cartons. J'y ai mis des vêtements et des photos, a-t-il dit en couvrant le micro de son téléphone. Dépêche-toi, j'ai des gens qui arrivent. Il m'a tourné le dos pour reprendre sa conversation. Non, je veux le marbre importé d'Italie. Peu importe le prix, payé à crédit. Je me suis approché des cartons. Il avait jeté mes affaires dedans n'importe comment. Les albums photos étaient abîmés. Ma boîte à bijoux était à l'envers. Je me suis agenouillé et j'ai commencé à les ranger, essayant de sauver ce que je pouvais. J'ai trouvé une boîte étiquetée « Bureau de papa ». Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait les vieux carnets d'Arthur, ses stylos plumes et quelques bibelots. Michael avait vidé tout le bureau de son père en moins d'une journée. Il n'avait besoin de rien de tout ça, dit Michael en se penchant soudainement vers moi. Il avait terminé son appel. Ce ne sont que de vieux presse-papiers et des livres poussiéreux. Je me suis levé, serrant contre moi un des carnets d'Arthur. Il comptait énormément pour lui, Michael. Michael leva les yeux au ciel. Les vieilles choses sentimentales ne paient pas les factures, maman. Je vais transformer ce bureau en salle multimédia. Écran géant, son surround. Ça va être incroyable. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il était beau, vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que ma voiture, mais son regard était vide. Il cherchait le bonheur dans les possessions, dans le statut social, comme Arthur l'avait craint. Tu crois vraiment que cet appartement va te rendre heureux? J'ai demandé doucement. C'est un début, a-t-il raillé. Et le portefeuille que papa m'a laissé me sera utile. Une fois cet endroit vendu, j'aurai assez de capital pour vraiment commencer à investir. Je vais faire mieux que papa.
Il a regardé sa montre une nouvelle fois. Tu as terminé? Il faut que tu me donnes ta clé avant de partir. Je ne veux pas que tu rôdes ici pendant que l'équipe travaille. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la clé en laiton du Pantouse. Je l'ai posée sur la table. Tiens, ai-je dit. Je ne reviendrai pas. Bien, a-t-il dit en la prenant sans me regarder. Tu as un endroit où aller? Où tu vas dormir dans ta voiture? Il essayait de me blesser. Il voulait que je le supplie, que je lui demande de l'aide pour se sentir supérieur. J'ai un endroit où aller, ai-je dit. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne m'inquiète pas, marmonna-t-il. Mais ne viens pas me demander de l'argent quand tu auras épuisé ta pension. J'ai failli rire. L'ironie était suffocante. Au revoir, Michael, dis-je. Je fis signe au portier de m'aider avec les cartons. En sortant de l'appartement pour la dernière fois, je ne me retournai pas. Je ne ressentis pas le chagrin que j'attendais. J'éprouvais une étrange légèreté. Le lien était rompu. Je passai l'après-midi dans les bureaux de Patricia Hughes et Robert Banks. Ils étaient aimables, professionnels et très efficaces. En quittant leur immeuble, j'avais une vision complète de mon patrimoine. J'étais riche. Immensément riche. Et tout était protégé par des fiducies auxquelles Michael ne pouvait ni toucher ni même voir. Je retournai au garage au coucher du soleil. Je garai ma vieille berline à côté de la Ferrari. Je restai assis là un instant, à écouter le moteur refroidir. J'avais un plan, maintenant. Je devais déménager à Marinees Cove demain. Je commencerais une nouvelle vie. Mais en regardant mon téléphone, je repensais à Michael. Il était sur le point de saccager un appartement en parfait état, dépensant de l'argent qu'il n'avait pas vraiment, poursuivant un rêve qui ne le satisferait jamais. L'épreuve d'Arthur avait commencé. Michael avait lamentablement échoué à la première étape. Mais la partie n'était pas encore terminée. Je suis entré dans le petit appartement, me suis préparé un dîner simple, une soupe et du pain. Je me suis assise pour écrire la liste des choses à emporter pour la côte. Je quittais la ville. Je laissais mon passé derrière moi. Et pour la première fois depuis des années, j'étais enthousiaste à l'idée de l'avenir. Le trajet jusqu'à Marinees Cove a duré 4 heures, mais c'était comme un voyage dans un autre monde. Tandis que la silhouette grise de la ville s'estompait dans mon rétroviseur, la route commençait à serpenter le long de la côte. L'océan s'étendait à ma gauche, une vaste étendue bleue scintillante qui semblait balayer le stress des dernières semaines. J'ai baissé la vitre de ma vieille berline, laissant l'air marin envahir l'habitacle. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. J'ai suivi les indications du GPS, m'éloignant de l'autoroute principale pour m'engager sur une route tranquille bordée d'arbres. Les maisons étaient petites et charmantes, rien à voir avec les tours de verre impersonnelles de la ville. Enfin, la voix du GPS a annoncé « Vous êtes arrivés ». Je me suis garé devant le 42, Ocean View Lane. C'était parfait. Ce n'était pas un manoir. C'était un cottage en pierre couleur miel, niché derrière une clôture basse en bois recouverte de jasmin en fleurs. Un chemin de pierre serpentait à travers un jardin de devant exubérant de couleurs, lavande violette, pavot orange vif et marguerite blanche. Arthur savait que j'avais toujours rêvé d'un jardin comme celui-ci. Dans le Pantouse, je n'avais que quelques plantes en pot sur le balcon, ce dont Michael se plaignait sans cesse. J'ai attrapé la clé que j'avais trouvée dans le coffre et j'ai remonté le chemin. Ma main tremblait lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée. L'intérieur était encore plus beau que l'extérieur. La lumière du soleil inondait la pièce par de grandes fenêtres, illuminant le parquet ciré. Le mobilier, ni rigide ni ostentatoire, était moelleux, confortable et accueillant. Les couleurs étaient mes préférées, des jaunes pâles, des bleus doux et des crèmes. Je suis entré dans le salon et je me suis figé. Au-dessus de la cheminée était accroché un grand tableau. C'était un paysage d'un petit lac suisse, l'endroit précis où Arthur et moi avions passé notre lune de miel 42 ans plus tôt. Je me souvenais de ce moment sur la rive, sa main dans la mienne, lui promettant de l'aimer pour toujours. Il s'en souvenait. « Oh, Arthur !» ai-je murmuré en touchant le cadre. « Tu as fait tout ça pour moi. » J'ai exploré le reste de la maison. La cuisine était lumineuse et aérée, avec un petit coin repas donnant sur le jardin. Le jardin descendait en pente douce vers une rangée d'arbres, et à travers les trouées,
j'apercevais les reflets de l'océan. Dans la chambre, j'ai trouvé une autre enveloppe sur l'oreiller. C'était juste un petit mot. Bienvenue à la maison, Ellie. J'espère que cet endroit t'apportera la paix que tu mérites. Plus de bruit. Plus de sollicitations. Juste la mer et le jardin. Repose-toi maintenant. Je me suis assise au bord du lit et j'ai laissé les larmes couler à nouveau. Mais c'étaient des larmes différentes. Elles n'étaient pas nées du chagrin ou de la colère. C'étaient des larmes de gratitude. Mon mari ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Il m'avait construit une vie. Il avait bâti un filet de sécurité si solide que même la cruauté de mon fils n'avait pu le briser. Un léger coup à la porte d'entrée me fit sursauter. J'essuyai mon visage et allai ouvrir. Sur le perron se tenait une femme qui semblait avoir à peu près mon âge. Elle avait les cheveux gris, courts et bouclés, et tenait un panier recouvert d'un tissu à carreaux. Elle portait des gants de jardinage glissés dans la poche de son tablier, et arborait un sourire chaleureux et ridé. « Bonjour, dit-elle gaiement. Vous devez être Éléanore. Je suis Clara, la voisine. » Je clignai des yeux, surprise. « Bonjour. Oui, je suis Éléanore. Arthur m'a dit que vous finiriez par venir, dit Clara en me tendant le panier. Je vous ai apporté des muffins. Aux myrtilles. J'espère qu'ils vous plairont. Vous connaissiez Arthur? J'ai demandé, en reculant pour la laisser entrer. Oh oui, acquiesça Clara en s'avançant dans le couloir. Il venait souvent ici ces dernières années. Il était toujours en train de réparer des choses, de peindre, de jardiner. Il parlait constamment de toi. Il voulait que tout soit parfait. Nous sommes allés dans la cuisine et j'ai préparé du thé pendant que Clara bavardait. C'était un homme bien, dit Clara en me regardant verser l'eau chaude. Il était inquiet, cependant. Il ne m'a jamais donné de détails, mais il a dit qu'il avait besoin d'un refuge pour toi. Il m'a fait promettre de veiller sur toi à ton arrivée. Il s'inquiétait pour mon fils, ai-je admis à voix basse. Le visage de Clara s'est adouci. Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit ici. On veille les uns sur les autres dans cette rue. Si tu as besoin de quoi que ce soit, une tasse de sucre, la recommandation d'un plombier, ou juste de parler, tu viens me voir. Ce soir-là, j'ai mangé un muffin pour dîner et je me suis assise sur la véranda, à écouter le bruit lointain des vagues qui se brisaient sur le rivage. Le silence de la maison n'était pas synonyme de solitude. Il était paisible. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus à me soucier des sautes d'humeur de Michael ni de ses exigences. J'étais libre. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de tranquillité. J'ai instauré une routine. Je me levais tôt, je me promenais sur la plage en ramassant des morceaux de verre polis par la mer, je jardinais et je lisais dans la véranda. J'ai parlé à Julian Thorne à quelques reprises. Il m'a dit que les voitures étaient en sécurité et que la valeur de la Ferrari avait même augmenté. Je commençais à me sentir à nouveau moi-même. La « vieille femme inutile » que Michael avait décrite s'estompait, remplacée par une femme plus forte. Puis, le téléphone a sonné. C'était un mardi après-midi. J'étais dans la cuisine en train de disposer des hortensias dans un vase lorsque mon portable a vibré sur le comptoir. J'ai vu le nom de Michael s'afficher à l'écran. Mon cœur fit ce petit bond familier d'anxiété, mais je pris une profonde inspiration. J'étais chez moi, à des centaines de kilomètres. Il ne pouvait pas me faire de mal ici. « Bonjour, Michael », répondis-je. « Où es-tu » Il ne répondit pas. Sa voix était tendue, agitée. « Je te l'ai dit, Michael. Je prends du temps pour moi. »« Tante Hélène dit que tu n'es pas venu du tout, » lança-t-il sèchement. « J'ai appelé ton amie Margaret, et elle ne t'a pas vu non plus. Tu as tout simplement disparu. Tu te rends compte à quel point c'est irresponsable? Tu as presque 70 ans. Je suis parfaitement capable de prendre soin de moi, dis-je d'une voix calme. Y avait-il une raison particulière à ton appel? Il y eut un silence, et j'entendis le froissement de papier en arrière-plan. En fait, oui, dit Michael, son ton passant de la colère à la suspicion. J'ai fouillé dans les vieux classeurs de papa, dans le bureau. Avant que les ouvriers du bâtiment ne fassent tout démolir. Et j'ai trouvé des reçus bizarres, dit-il lentement. Il y a des comptes rendus de rendez-vous avec des conseillers financiers dont je n'ai jamais entendu parler.
Et des avis d'imposition, mais les adresses sont masquées. Papa avait-il d'autres comptes? Ma prise sur le téléphone se resserra. Arthur avait été prudent, mais Michael était un homme d'affaires. Il savait remonter la piste des documents. La succession de ton père a été gérée par monsieur Sterling, dis-je, m'en tenant à la vérité, même si ce n'était pas toute la vérité. Tout ce qui était stipulé dans le testament a été divulgué. Je ne sais pas, murmura Michael. Ça ne colle pas. Papa gagnait beaucoup plus d'argent que ce qu'il y avait dans son portefeuille principal. Il y a un manque. Des millions de dollars sont inexpliqués depuis 5 ans. Il les a peut-être dépensés, suggérai-je. Les frais médicaux étaient élevés. Pas à ce point-là, rétorqua Michael. Et pourquoi aurait-il organisé des réunions secrètes? Écoute, maman, si tu sais quelque chose, tu dois me le dire. S'il y a plus d'argent, ça fait partie de la succession. Ça appartient à la famille. Ça m'appartient. L'arrogance dans sa voix me fit bouillir le sang. Ça m'appartient. Pas à nous. À lui. Je ne sais pas quoi te dire, Michael, dis-je d'un ton glacial. Je ne suis qu'une vieille femme inutile, tu te souviens? Qu'est-ce que je peux bien connaître aux finances complexes? Silence à l'autre bout du fil. Il savait que je lui retournais ses propres mots. Arrête de jouer, l'avertit-il. Je vais engager un expert comptable judiciaire. Si papa a dissimulé des biens, je les trouverai. Et si c'est toi qui les caches? Tu vas faire quoi? Le provoquai-je. Me mettre à la porte encore une fois. Il balbutia, pris au dépourvu par ma franchise. J'ai besoin de savoir la vérité. Les travaux coûtent plus cher que prévu. Les entrepreneurs ont trouvé de la moisissure dans les murs, et l'électricité est à refaire entièrement. C'est un gouffre financier, maman. J'aurais bien besoin de cet argent. Voilà qui était fait. Les problèmes commençaient déjà à apparaître. Il n'était propriétaire du Penthouse que depuis 3 semaines, et il était déjà stressé par l'argent. Il avait couru après l'objet brillant, et maintenant il se retournait contre lui. Je ne peux rien faire pour toi, Michael, dis-je. Je dois y aller. J'ai un rendez-vous. Un rendez-vous? Où ça? Tu es censé être sans abri. Au revoir, Michael. Je raccrochai et posai le téléphone face contre table. Mes mains tremblaient légèrement. Il cherchait. Il allait continuer à chercher jusqu'à trouver quelque chose. Je regardais par la fenêtre mon magnifique jardin. La paix que j'avais ressentie ces 2 dernières semaines me parut soudain fragile. Michael était comme un orage à l'horizon, sombre et approchant à toute vitesse. Je suis allée au salon et me suis assise dans mon fauteuil préféré, fixant le tableau du lac suisse. Il va le prendre, Arthur, murmurai-je dans la pièce vide. Il sent l'argent. Mais soudain, je me suis souvenu du coffre-fort. Je me suis souvenu des fiducies. Je me suis souvenu de l'équipe d'avocats que Julian m'avait mis en contact. Arthur n'avait pas seulement caché l'argent, il l'avait enfermé dans une forteresse. Michael pouvait engager 100 comptables, mais il ne toucherait pas un centime sans ma permission. Cette pensée me rassura. Qu'il creuse. Qu'il s'inquiète. Il apprenait à ses dépens que la cupidité avait des conséquences. Mais je savais que ce n'était pas fini. Michael n'abandonnerait pas. Il était implacable quand il voulait quelque chose. Et tôt ou tard, il découvrirait l'existence de Marinée Escove. Il me retrouverait. Je me levai et me dirigeai vers le miroir du couloir. Je contemplai mon reflet. La femme fatiguée et apeurée des funérailles avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait conduit une Aston Martin de collection, une femme qui gérait une fortune secrète, une femme qui avait refait sa vie seule. Qu'il vienne, dis-je à mon reflet. J'enfilai mes gants de jardinage. Je n'allais pas le laisser gâcher mon après-midi. J'avais des rosiers à tailler et, contrairement à mon fils, je savais qu'il fallait s'en occuper avec soin pour qu'ils fleurissent. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'appel furieux de Michael, et le silence qui avait suivi était pesant. Je savais que c'était le calme avant la tempête. Je passais mes journées à essayer de me distraire avec le rythme simple de ma nouvelle vie à Marinée Escove. Je me suis inscrite à un club de lecture local. J'ai appris à faire du pain avec Clara, ma voisine.
J'ai même passé quelques après-midi assise sur la plage, à regarder les voiliers dériver, essayant de me convaincre que j'étais en sécurité. Mais je ne me suis jamais vraiment détendue. Chaque fois qu'une voiture ralentissait devant le chalet, mon cœur battait la chamade. Je gardais mon téléphone en mode silencieux, craignant d'entendre sa sonnerie. Un mardi après-midi, je suis rentrée des courses avec un sac de pommes et une miche de pain au levain frais. Le soleil brillait et l'air embaumait le sel et le jasmin. Je me sentais plus légère que depuis des jours. J'ai tourné au coin de Ocean View Lane en fredonnant un air. Et là, je l'ai vu. Un SUV noir et rutilant était garé dans mon allée, bloquant le passage. Il était agressif et luisant, détonnant parmi les berlines poussiéreuses et les vélos de mes voisins. On aurait dit un requin nageant dans un bassin à poissons rouges. J'ai garé ma voiture sur le trottoir et coupé le moteur. Mes mains étaient glacées sur le volant. Je connaissais cette voiture. Je connaissais sa plaque d'immatriculation personnalisée. Vancin. Michael était là. J'ai pris une grande inspiration en lissant mon gilet. Je me suis dit que je n'étais plus la même femme apeurée qui avait quitté la ville sous la pluie. J'étais la propriétaire de cette maison. J'étais la propriétaire du garage. J'avais les clés, maintenant. Je suis sortie de la voiture et j'ai remonté l'allée. Michael se tenait sur le perron, appuyé contre la rambarde, les bras croisés. Il avait l'air fatigué. Son costume de marque était froissé et il avait des cernes sous les yeux. Mais son regard était tranchant, menaçant. « Je t'ai trouvé, dit-il. » Sa voix n'était pas forte, mais elle déchira le calme de l'après-midi comme un couteau. « Bonjour, Michael, dis-je en gardant mes distances. Je n'attendais pas de visite. »« J'imagine, » ricana-t-il. Il parcourut le jardin du regard, admirant les roses en fleurs et la charmante façade en pierre du cottage. Bel endroit. Un peu rustique à mon goût, mais emplacement de choix. Vue sur l'océan. Intimité. Ça doit valoir quoi? 2 millions? 3? Il était déjà en train de calculer. Il ne pouvait pas regarder un coucher de soleil sans se demander combien il pourrait faire payer les billets pour l'admirer. « Comment m'as-tu trouvé ?» demandai-je en passant devant lui pour ouvrir la porte d'entrée. Je ne voulais pas que les voisins nous entendent. J'ai engagé un détective privé, dit-il en me suivant à l'intérieur. Ça m'a coûté une fortune, mais ça valait le coup. Il a retracé les titres de propriété. Il s'avère qu'un certain Arthur Vance a acheté plein de choses dont la famille ignorait l'existence. Il entra dans le salon et laissa échapper un sifflement discret. Et regarde ça. Parquet, cheminée sur mesure. Tu as vécu dans le luxe pendant que je me débrouillais avec ce pantouse en ruine. Je n'ai pas vécu dans le luxe, dis-je en posant mon sac de courses sur le plan de travail. J'ai vécu en paix. Enfin, j'ai essayé. Michael rit d'un rire rauque et amer. La paix? Tu appelles ça la paix? Cacher des biens à ton propre fils? Je sais pour le garage, maman. Ma main resta figée sur le sac de pommes. Je me tournai vers lui. J'y suis allé hier, poursuivit-il en plissant les yeux. L'enquêteur a trouvé l'adresse. Je n'ai pas pu entrer, la serrure était bien serrée, mais j'ai regardé par la vitre latérale. Elle était sale, mais j'en ai vu assez. Il s'approcha, empiétant sur mon espace personnel. J'ai vu les formes, maman. J'ai vu le pare-chocs argenté. C'est une Aston Martin DB5, n'est-ce pas? Et une Ferrari à côté. Tu te rends compte de la valeur de ces voitures? Oui, répondis-je calmement. Je sais exactement combien elles valent. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Hurla-t-il, perdant enfin le contrôle de lui-même. Tu étais là, dans le bureau de l'avocat, à jouer la victime. Oh, la pauvre, j'ai un garage. Pendant ce temps-là, tu avais un trésor entre les mains. Papa et toi, vous aviez tout manigancé? Vous en avez ri dans mon dos? Non, rétorquai-je, la colère montant en moi. Je ne savais rien. Je suis entré dans ce garage ce soir-là en pensant être à la rue. J'étais aussi choqué que toi. Alors arrangez ça, exigea-t-il. Transférez-leur les biens. On vend les voitures, on vend ce chalet, et on partage l'argent. C'est juste. C'est ce que papa aurait voulu s'il n'était pas devenu sénile. Ce n'est pas ce que votre père voulait, dis-je fermement. Il n'était pas sénile.
C'était l'homme le plus intelligent que j'ai jamais connu. Alors pourquoi a-t-il fait ça? Hurla Michael en désignant la pièce du regard. Pourquoi me donner cet appartement sans valeur et vous laisser la fortune? C'est moi l'homme d'affaires. C'est moi qui sais investir. Vous n'êtes une vieille femme inutile. Finis-je pour lui. Il s'arrêta, bouche bée. Il détourna le regard, rouge de colère. C'est ce que vous avez dit, lui rappelai-je. Ce soir-là. Vous avez dit que papa savait que j'étais inutile. Vous avez dit que je ne saurais pas quoi faire d'un véritable héritage. J'étais en colère, murmura-t-il. Tu as dit vrai, ai-je corrigé. Et c'est précisément pour ça qu'Arthur a fait ça. Je suis entré dans le bureau et j'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti la copie de la lettre que j'avais préparée exprès pour ce moment. Je suis retourné dans la cuisine et je la lui ai tendue. Lis ça, ai-je dit. Michael a regardé le papier comme s'il s'agissait d'une bombe. Il a hésité, puis me l'a arraché des mains. Je l'ai regardé lire. J'ai vu ses yeux parcourir les lignes où Arthur parlait de son amour pour Michael. Je l'ai vu tressaillir en arrivant au passage sur l'avidité de Michael. J'ai vu son visage pâlir lorsqu'il a lu ces mots. Je voulais lui donner l'occasion de montrer sa vraie nature. Quand il eut fini, il baissa lentement la feuille. Sa main tremblait. Il ne me faisait pas confiance, murmura Michael. La colère avait disparu, remplacée par une douleur vive et lancinante. Il pensait que j'étais un monstre. Il pensait que tu étais perdu, dis-je doucement. Il t'a vu changer, Michael. Il t'a vu te soucier davantage des apparences que des gens. Il voulait me protéger. Et il voulait te mettre à l'épreuve. Une épreuve. Michael leva les yeux humides. Il a pris sa mort pour un jeu? Réussir ou échouer? La vie est une épreuve, Michael. La façon dont on traite les gens quand on a du pouvoir sur eux, c'est la seule épreuve qui compte. Et quand tu as eu le pouvoir, quand tu as eu le pantouse, tu as échoué. Michael froissa la lettre dans son poing. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas me faire porter le chapeau. Je suis son fils. Et je suis sa femme, dis-je. Et je suis la propriétaire de ses biens. Légalement et moralement. Michael se redressa, tentant de reprendre ses esprits. Il lissa sa veste et remit son masque. Je peux contester. Je peux porter plainte. Abus de pouvoir. Détresse mentale. Je peux enliser cette affaire dans les tribunaux pendant des années. Vous pouvez toujours essayer, dis-je, sentant une force insoupçonnée m'envahir. Mais j'ai d'excellents avocats. Et je connais la vérité. Et franchement, Michael, pouvez-vous vous permettre un procès? Vous venez de me dire que le Pantouse est un gouffre financier. Il tressaillit. J'avais touché juste. Vous prenez plaisir à ça, cracha-t-il. Vous aimez me voir supplier. Je déteste ça, dis-je tristement. Je déteste qu'on soit dans cette belle cuisine à parler d'argent au lieu de souvenirs. Je déteste que tu sois si perdu. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Rentre chez toi, Michael, dis-je. Retourne en ville. Répare tes problèmes. Et quand tu seras prêt à me parler comme à ta mère, et non comme à une banque, tu pourras revenir. Mais pas avant. Michael me fixa. Un instant, je crus qu'il allait crier. Je crus qu'il allait refuser de partir. Mais il regarda la porte ouverte, puis de nouveau moi. Il vit dans mes yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la détermination. Il passa devant moi en me frôlant l'épaule. Il s'arrêta sur le perron. Ce n'est pas fini, dit-il. Mais sa voix avait perdu la fougue d'avant. Il semblait vaincu. Non, acquiesçai-je. Ce n'est que le début. Il descendit l'allée d'un pas décidé, monta dans sa grosse voiture noire et démarra en trombe. Je l'ai regardé partir jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au détour du virage. J'ai fermé la portière à clé. Mes jambes se sont mises à flancher et j'ai dû m'asseoir sur la première marche de l'escalier. J'ai enfoui mon visage dans mes mains. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Tourner le dos à mon propre fils. Voir la douleur dans ses yeux en lisant les mots de son père. Mais je savais qu'Arthur avait raison. Si je cédais maintenant, si je lui faisais un chèque, il n'apprendrait jamais.
Il dépenserait l'argent et reviendrait en réclamer davantage. Il ne me respecterait jamais. Il ne retrouverait jamais le chemin de l'homme bon que je savais caché au fond de lui. Je suis resté assis là longtemps, tandis que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le sol. J'étais de nouveau seul. Mais en contemplant le tableau du lac suisse, j'ai ressenti une étrange paix. J'avais tenu bon. J'avais respecté le souhait d'Arthur. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre et voir si la leçon porterait ses fruits. L'automne s'installa à Marinees Cove, accompagné d'un vent glacial qui soulevait les vagues. Les touristes partirent, la ville s'apaisa et je me repliai sur ma solitude. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Michael s'était arrêté devant chez moi et était parti furieux. Depuis, nos échanges se limitaient à des courriels formels et impersonnels concernant des documents fiscaux ou le transfert de courrier. Il ne me demandait jamais comment j'allais. Je ne lui demandais jamais s'il avait trouvé la paix. Je savais que non. Je le sentais, cette intuition maternelle qui me tiraillait comme un fil qui dépasse. J'étais dans le jardin, en train de ratisser les feuilles mortes du chêne, lorsqu'une petite voiture argentée s'arrêta. Ce n'était pas le SUV agressif de Michael. Une jeune femme en sortit. Elle semblait épuisée. Son chemisier était froissé et elle consultait nerveusement son téléphone. Je la reconnus. C'était Sarah, l'assistante de direction de Michael. Je l'avais rencontrée à quelques reprises lors des fêtes de bureau que Michael organisait pour exhiber sa « famille parfaite ». Avant, elle souriait toujours, un bloc-notes à la main, et organisait tout le monde avec une efficacité redoutable. Maintenant, elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. « Madame Vance » m'appela-t-elle en m'apercevant près du portail. « Sarah » demandai-je en m'appuyant sur mon râteau. « Que fais-tu ici ?» Elle remonta l'allée à la hâte, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule comme si elle était suivie. « Je suis vraiment désolée de débarquer comme ça. Michael ne sait pas que je suis là. S'il le découvrait, il me virerait sans doute. Enfin, s'il en avait les moyens. » Cette dernière phrase résonna lourdement, comme une menace. « Entrez, » dis-je en laissant tomber le râteau. « Je vais mettre la bouilloire en marche. » Nous nous sommes assises dans le salon. Sarah tenait sa tasse de thé à 2 mains, fixant la vapeur. « C'est grave, Madame Vance, » dit-elle doucement. « C'est vraiment grave. » « Dites-moi, » dis-je en me préparant mentalement. « La rénovation du Penthouse. Ça a explosé le budget. Largement. Il n'arrêtait pas de changer d'avis, de commander des matériaux sur mesure, de démolir des murs porteurs. Les entrepreneurs ont quitté le chantier il y a 2 semaines parce qu'il a arrêté de les payer. » J'ai hoché la tête. Je n'étais pas surprise. « Mais c'est pire que ça, » poursuivit Sarah d'une voix tremblante. Michael a investi toutes ses liquidités, tout l'argent qu'Arthur lui a laissé, dans un nouveau projet immobilier. Des appartements de luxe en centre-ville. Il pensait que c'était gagné d'avance. Il a hypothéqué tout ce qu'il avait, même le Penthouse. Je parie que l'affaire a capoté, dis-je. Des problèmes environnementaux, soupira Sarah. Le terrain était contaminé. Les investisseurs se sont retirés. La banque a exigé le remboursement du prêt hier. Il risque la saisie, Madame Vance. Il va perdre le Penthouse et faire faillite. Il n'a plus rien. Je fermai les yeux. La lettre d'Arthur résonnait dans ma tête. Je voulais lui donner l'occasion de montrer son vrai visage. Arthur l'avait prédit. Il savait que l'arrogance de Michael causerait sa perte. Il savait que sans filet de sécurité, Michael prendrait des risques inconsidérés et se brûlerait les ailes. « Pourquoi êtes-vous là, Sarah ?» demandai-je doucement. « Parce qu'il refuse de demander de l'aide, » dit-elle en me regardant droit dans les yeux. « Il dort sur le chantier, Madame Vance. Il n'y a ni chauffage ni eau. Il est assis sur un seau au milieu des ruines, attendant que les shérifs viennent le mettre dehors. C'est votre fils. Je sais qu'il a été difficile. Mais il craque. Merci d'être venu, dis-je en me levant. Vous avez bien fait. » J'accompagnai Sarah jusqu'à sa voiture. Après son départ, je ne retournai pas ramasser les feuilles mortes. Je rentrai dans la maison, préparai un petit sac pour la nuit et pris les clés de l'Aston Martin. La berline était fiable, mais pour ce voyage, il me fallait quelque chose de plus robuste.
Il me fallait une armure. Le trajet jusqu'en ville dura 3 heures. Je garai la voiture argentée rutilante dans le garage de l'immeuble. Le voiturier regarda la voiture, puis moi, les yeux écarquillés. Je n'ai rien expliqué. Je suis allé directement à l'ascenseur. Quand les portes se sont ouvertes au dernier étage, une odeur m'a frappé. Poussière. Plâtre. Air vicié. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je l'ai poussée. J'ai eu un hoquet de surprise. Ce n'était pas une simple rénovation. C'était une démolition. Le magnifique parquet avait été arraché, laissant apparaître la dalle de béton. Les murs qui séparaient la salle à manger du salon avaient disparu, laissant un espace béant et caverneux, rempli de fils électriques qui pendaient du plafond comme des lianes. Ma maison, l'endroit où j'avais élevé mon fils, où j'avais aimé mon mari, n'était plus là. Il ne restait plus rien. Michael, ai-je appelé? Ma voix a résonné dans le vide. Un bruit venait du fond, près de ce qui était autrefois la chambre parentale. J'ai avancé prudemment entre les tas de débris et de bois de récupération. Je l'ai trouvé assis sur une pile de plaques de plâtre. Il portait le même costume que lors de notre dernière rencontre, mais il était sale et froissé. Il avait perdu sa cravate. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Il fixait le sol, une bouteille d'eau à la main. Il leva les yeux quand j'entrai. Il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait pas l'air arrogant. Il avait juste l'air petit. Sarah te l'a dit, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui, répondis-je, debout près de la porte. Je ne voulais pas trop m'approcher. Il fallait qu'il me voie me tenir droite. Je l'ai virée, marmonna-t-il. Ou du moins j'ai essayé. Elle a refusé de partir. C'est une amie fidèle, dis-je. Tu devrais la chérir. Il ne t'en reste plus beaucoup. Michael laissa échapper un rire sec et rauque. Je n'ai plus rien, maman. La banque reprend les clés lundi. Les entrepreneurs ont des dettes de 100 000 $. L'investissement est tombé à l'eau. Il contempla les décombres. J'ai tout détruit. L'héritage de papa. La maison. Tout. Tu as détruit la maison, ai-je acquiescé. Mais l'héritage d'Arthur est en sécurité. Il est dans un garage sur Ironwork Road. Et dans un chalet à Marinees Cove. Il me regarda alors, vraiment. Tu es venu te réjouir? Pour dire je te l'avais bien dit? Je suis venu voir si tu étais prêt à écouter, ai-je répondu. Michael enfouit son visage dans ses mains. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Je me noie. C'est vrai, ai-je dit. Et je peux te sortir de là. Mais ce ne sera pas gratuit. Il serait dit. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous supplie. Je ne veux pas de votre dignité, Michael. Je veux que vous vous épanouissiez. J'enjambai un rouleau d'isolant pour me retrouver face à lui. J'ai parlé à mes administrateurs. J'ai les moyens de régler les dettes. Je peux rembourser la dette immédiate pour éviter la saisie. Nous pouvons engager une entreprise sérieuse pour terminer les travaux, pas pour en faire un palais, mais pour le rendre habitable afin de pouvoir le vendre. Il leva les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. Vous feriez ça? Vous sauveriez l'appartement? Je sauverais le bien, le corrigeai-je. Mais voici les conditions. Écoutez bien, car je ne les répéterai pas. Il hocha la tête, attendant. Premièrement, dis-je en levant un doigt, transparence totale. Je veux voir chaque relevé bancaire, chaque document de prêt, chaque email. Plus de secrets. Si vous me cachez le moindre centime, c'est annulé. D'accord, murmura-t-il. Deuxièmement, tu démissionneras de la gestion de tes propres investissements pendant 2 ans. Mon équipe financière, l'équipe d'Arthur, gérera le capital restant. Tu recevras une allocation de subsistance. Elle suffira pour le loyer et la nourriture, mais fini les voitures de luxe. Fini les dîners dans des restaurants 5 étoiles. Il grimace, son orgueil en prend un coup, mais il hoche de nouveau la tête. D'accord. Et troisièmement, dis-je d'une voix légèrement plus douce, tu suivras une thérapie. Tu dois comprendre pourquoi tu as ressenti le besoin de détruire tout ce que ton père avait construit, juste pour prouver que tu étais meilleur que lui. Tu dois comprendre pourquoi tu as traité ta mère comme une moins que rien dès que tu as eu un peu de pouvoir. Michael détourna le regard,
se mordant la lèvre. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je ne sais pas si je peux arranger ça. C'est justement pour ça que tu vas en thérapie, dis-je. Pour le découvrir. Je fouillai dans mon sac et en sortis la carte d'un hôtel un peu plus loin. Prépare tes affaires, dis-je. Tu ne dormiras pas dans ce trou à rats ce soir. Va à l'hôtel. Prends une douche. Rase-toi. Mets des vêtements propres. On se retrouve pour le petit déjeuner à 9 heures précises. Si tu es en retard, je pars et la banque saisit l'appartement. Michael se leva lentement. Il regarda la carte dans ma main, puis me regarda. Il tendit la main et la prit. Ses doigts effleurèrent les miens, et il ne se retira pas. Maman, murmura-t-il d'une voix étranglée. Je suis désolé. C'était la première fois qu'il le disait. Et pour la première fois depuis des années, je le crus. Je sais, dis-je. Maintenant, vas-y, lave-toi. Je le regardai préparer un petit sac de voyage. Il avait de nouveau l'air d'un adolescent, partant en colonie de vacances, l'air apeuré et incertain. Lorsqu'il franchit la porte, il se retourna une dernière fois. Pourquoi? Demanda-t-il. Après tout ce que je t'ai dit, pourquoi m'aider? Parce que tu es mon fils, répondis-je simplement. Et parce que ton père pensait que tu méritais d'être sauvé. Je me fis simplement à son jugement. Il hocha la tête et disparut dans le couloir. Je restai un instant seul dans le Pentouse en ruine. Le vent sifflait à travers les interstices des murs. Il faisait froid et l'atmosphère était sordide, mais le poids qui pesait sur ma poitrine avait disparu. Le furoncle avait été incisé. L'infection se résorbait. Arthur avait tendu un piège, certes. Mais ce n'était pas un piège mortel. C'était un piège destiné à rattraper Michael lorsqu'il tomberait. Et il avait fonctionné. J'éteignis la seule ampoule qui fonctionnait et sortis. J'avais une réservation pour dîner, et pour la première fois depuis des mois, je ne dînais pas seul. Je dînais avec espoir. Le printemps était arrivé à Marinees Cove, apportant avec lui un tapis de jonquilles jaunes et une chaleur qui avait enfin chassé le froid hivernal. 9 mois s'étaient écoulés depuis la mort d'Arthur, et près de 6 mois depuis que j'avais trouvé Michael dans les ruines du Pentouse. La vie avait retrouvé un nouveau rythme, plus régulier. Le chaos de l'année écoulée me semblait un mauvais rêve qui s'estompait lentement dans la lumière du matin. J'étais dans le jardin, en train d'attacher les rosiers grimpants, quand j'ai entendu le crissement du gravier sous mes pas. Je me suis levé en m'essuyant les mains sur mon tablier. Une berline classique était garée dans l'allée, pas une voiture de sport Tapax en graveleuil, mais un véhicule pratique et fiable. Michael en est sorti. Il avait changé. L'énergie nerveuse et frénétique qu'il avait l'habitude d'afficher avait disparu. Il avait laissé pousser ses cheveux et ne portait pas de costume. Il était en jean et chemise simple. Il paraissait plus jeune, plus mince. Il tenait une boîte. « Salut maman », a-t-il lancé, un sourire sincère illuminant son visage. « Le jardin est magnifique. »« C'est l'air marin », ai-je répondu en allant l'embrasser. Il m'a serré fort dans ses bras, me serrant un peu plus longtemps que d'habitude. Ça fait pousser tout. Nous nous sommes assis sur la terrasse, en buvant du thé glacé. L'océan scintillait au loin. Alors, dit Michael en posant son verre, la vente du Pentouse a été conclue hier. J'acquiesçai. Et nous avons dégagé suffisamment d'argent pour rembourser tous les entrepreneurs et la banque, dit-il. Il reste même un peu. Pas une fortune, mais assez pour le placer dans le fonds de fiducie. C'est une bonne nouvelle, dis-je. On repart à zéro. C'est vrai, approuva-t-il. Il regarda l'eau. En fait, j'ai reçu une offre d'emploi. Une vraie. Je haussai un sourcil. Ah bon? Encore un projet de condo de luxe? Michael rit en secouant la tête. Non. Certainement pas. C'est pour une association. Il rénove de vieux bâtiments pour créer des logements sociaux. Le salaire, enfin, c'est loin de ce que je gagnais avant. Mais quand j'ai visité le chantier la semaine dernière, je ne me sentais pas malade. Je me sentais utile. Utile, répétai-je en souriant. C'est un très bon mot. Je pense que papa aurait aimé ça, dit doucement Michael. C'est concret. Ça aide les gens. Il aurait été très fier, dis-je.
Et moi aussi. Michael baissa les yeux sur ses mains, jouant avec la boîte qu'il avait apportée. En parlant de papa, j'ai trouvé quelque chose. En vidant les derniers cartons du garde-meuble, j'ai trouvé ça. Je pense que tu devrais le prendre. Il fit glisser la boîte sur la table. Elle était petite, en velours foncé. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvaient des boutons de manchette en or. Je les reconnus immédiatement. Arthur les avait portés le jour de notre mariage. Michael les avait pris dès notre arrivée dans le Penthouse, les revendiquant comme son droit. Tu devrais les garder, dis-je. Ils appartenaient à ton père. Je sais, répondit Michael. Mais j'ai réalisé que je les gardais pour de mauvaises raisons. Je les voulais parce qu'ils étaient chers. Parce qu'ils prouvaient que j'étais l'héritier. Il prit une profonde inspiration. Mais le vrai lien avec papa ne réside pas dans ses affaires. Il réside dans ce qu'il nous a appris. Et franchement, je pense que tu les as plus mérités que moi. Je touchai le métal doré froid. Merci, Michael. Il y a autre chose là-dedans, dit-il. Soulevez la doublure. Je soulevai l'insert en velours. Dessous se trouvait une petite enveloppe scellée. Devant, de la main d'Arthur, on pouvait lire « Pour nos 45 ans ». Mon souffle se coupa. Notre 45e anniversaire aurait été la semaine prochaine. Arthur avait écrit cela avant de mourir, sachant qu'il ne serait pas là. Les doigts tremblants, j'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, une carte et un reçu. Ma très chère Ellie. Si tu lis ceci, je suis désolé d'avoir manqué la fête. Je voulais te l'offrir moi-même, mais le temps passe si vite. La bague que tu portes est celle que je t'ai offerte quand nous n'avions rien. Elle symbolise nos débuts. Mais je voulais que tu aies quelque chose qui représente notre parcours. Quelque chose qui témoigne de la beauté de la vie que nous avons construite. Va chez le bijoutier. Elle t'attend. Je t'aime, Arthur. Je regardai le reçu. C'était pour une bague faite sur mesure chez le bijoutier que nous fréquentions depuis des décennies en ville. Il l'a commandée il y a des mois, expliqua doucement Michael. J'ai appelé la boutique. Ils l'ont encore dans le coffre. Je portai ma main à ma bouche, les larmes coulant sur mes joues. Même d'outre-tombe, Arthur continuait de me surprendre. Il prenait toujours soin de moi. Je peux t'y conduire, proposa Michael. Si tu veux aller la chercher. Oui, ai-je murmuré. Oui, avec plaisir. Nous sommes allés ensemble en ville. C'était étrange d'être de retour, mais je ne ressentais plus cette vieille angoisse. La ville n'était plus qu'un lieu, et non plus une prison de souvenirs. Quand le bijoutier a sorti l'écrin, j'ai poussé un cri d'admiration. C'était une bague en saphir et diamant, alternant bleu et blanc comme les vagues de l'océan. Je l'ai glissée à mon doigt, juste à côté de mon alliance en or. Elle s'accordait parfaitement. Un début simple, une fin brillante. Elle est magnifique, maman, a dit Michael, la voix chargée d'émotion. Oui, ai-je acquiescé. Je l'ai regardée. Merci de me l'avoir apportée. C'est la moindre des choses, a-t-il dit. Après tout ce qui s'est passé. Nous sommes rentrés à Marinees Cove en fin d'après-midi. En arrivant dans l'allée, le soleil couchant colorait le ciel de nuances de violet et d'orange. Qu'est-il arrivé aux voitures? Demanda Michael tandis que nous remontions l'allée. La collection. J'ai toujours l'Aston Martin, dis-je en désignant le garage. Je la sors le dimanche. Ça me donne l'impression d'aller vite. Michael rit doucement. Et les autres? Vendus, dis-je. Julien s'en est occupé le mois dernier. L'argent a été réparti entre 2 endroits. La moitié est allée à une fondation pour aider les femmes qui se retrouvent soudainement seules veuves, divorcées à acquérir des connaissances financières. Pour que plus jamais personne ne se sente inutile. Michael hocha la tête, l'air impressionné. Et l'autre moitié? L'autre moitié est dans un fonds fiduciaire, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Pour tes enfants. Si jamais tu en as. Michael s'arrêta. Il me regarda, stupéfait. Maman, c'est... Arthur était optimiste, souris-je. Il croyait en l'avenir. Il croyait que les gens pouvaient évoluer. Et après t'avoir vu ces derniers mois, j'y crois aussi. Michael m'a alors serré dans ses bras,
là, dans le jardin. Ce n'était pas une étreinte de politesse. C'était une étreinte de gratitude, de rédemption. J'essaierai d'en être digne, a-t-il promis. Tu le es déjà, ai-je répondu. Ce soir-là, après le départ de Michael, je décidai de sortir la voiture. J'ouvris la porte du garage et retirai la housse de l'Aston Martin. La peinture argentée scintillait dans le crépuscule. Je me glissai sur le siège conducteur en cuir. Il sentait le luxe et l'aventure. Je tournai la clé et le moteur rugit, un grondement profond et puissant qui me fit vibrer la poitrine. Je pris la route côtière. Je baissai les vitres, laissant le vent fouetter mes cheveux. Je ne roulais pas vite, mais je me sentais forte. Je me sentais libre. Je baissai les yeux vers ma main sur le volant. La bague en saphir captait les derniers rayons du soleil, scintillant comme une étoile. Tu avais raison, Arthur, dis-je à voix haute, la voix emportée par le vent. Sur toute la ligne. Le garage n'avait pas été une punition. Il n'avait pas été un fardeau. Il avait été un cocon. C'était l'endroit où mon ancienne vie s'était terminée et où mon nouveau moi était né. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas seulement une épouse, une mère ou une veuve. J'étais Eleanor. Et le chemin était encore long. J'ai appuyé sur l'accélérateur, sentant la voiture bondir en avant. La route s'étendait devant moi, serpentant le long des falaises, disparaissant dans l'obscurité magnifique et inconnue. Je n'avais plus peur du noir. Ma propre lumière brillait. Si vous avez apprécié le parcours d'Eleanor, de son chagrin à sa liberté, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », cela aide beaucoup la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune histoire.